Bien, donc Monsieur Mathieu Vernat, donc il nous vient de Genève, c'est pas nouveau. Finalement, il y a un peu de déplacement géographique quand même, hein. Bon, c'est normal. Hein. C'est pas la Chine. Mais... C'est pas la Chine, mais bon. Voilà, donc qui est également, à travers de nombreux articles, un spécialiste de la littérature de voyage à la Renaissance, et en particulier, a écrit, vient de publier il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, La Chine en partage, les écrits sinophiles du père Matteo Ricci, dont je pense qu'il va nous parler à nouveau. Merci. Merci. Alors, bonjour et merci aux organisatrices de m'avoir invité. Je suis très content de participer à ce colloque. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un spécialiste de Marco Polo, ni même un sinologue. D'ailleurs, je me suis surtout intéressé à la première mission jésuite en Chine et en particulier à la figure de Matteo Ricci. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de la description de la Chine dans les écrits de Matteo Ricci, un missionnaire italien du XVIe siècle, et des références à Marco Polo qu'on peut trouver sous sa plume. Je vais partir de deux simples constats. D'abord, Marco Polo, c'est le seul auteur, le seul écrivain voyageur auquel Ricci se réfère explicitement dans ses écrits, alors qu'il a manifestement utilisé d'autres sources plus récentes. Ricci mentionne en effet le nom de Marco Polo à 9 reprises, 5 fois dans son journal ou dans ses mémoires, je vais appeler ça un journal, et 4 fois dans sa correspondance, dans ses lettres. Mais il ne se réfère jamais explicitement à la littérature géographique du XVIe siècle, dont il reprend pourtant certaines données. Le deuxième constat, c'est que toutes les références à Marco Polo, que ce soit dans les lettres ou dans le journal, se rapportent à l'identification et à la localisation du Kataï et de sa capitale Khanbalik. Alors avant d'examiner quelques-unes de ces références avec vous, j'aimerais vous dire quelques mots de Matteo Ricci et de la première mission jésuite en Chine. En fait, les jésuites se sont intéressés à la Chine bien avant de pouvoir y entrer. Saint François Xavier d'abord, enthousiasmé par les informations qu'il avait recueillies au cours de sa mission au Japon, projette d'y conduire une mission, mais il va mourir aux portes de la Chine sur l'île de Sanxian en 1552, sans avoir pu pénétrer dans le pays. Dans ses lettres, il informe ses confrères, je cite, qu'il règne en Chine plus de justice qu'en aucun pays de la chrétienté, que c'est le pays le plus pacifique qui soit au monde, que ses habitants sont d'une vive intelligence et qu'il abrite peut-être des communautés chrétiennes. Cette représentation sommaire mais idéalisée de la Chine va conduire les jésuites à s'installer à Macao, à y fonder une résidence en 1557, en attendant de pouvoir entrer en Chine continentale. 25 ans plus tard, après de multiples échecs des prédécesseurs de Matteo Ricci obtient, grâce à sa maîtrise du mandarin, un permis de résidence auprès des autorités de canton. Et avec 2 confrères italiens, Michele Ruggieri et Francesco Pasio, il fonde la première résidence jésuite en Chine continentale, à Zhaoqing, une petite ville de la province de Canton. Mis à part quelques allers-retours, quelques séjours à Macao, Ricci ne quitte plus la Chine jusqu'à sa mort en 1610 à Pékin, où il sera enterré. C'est d'ailleurs le premier Européen à être officiellement inhumé sur sol chinois. Ricci a donc passé près de 30 ans en Chine. Parmi ses écrits, on dispose aujourd'hui de plus de 50 lettres, 54 pour être précis, et de son journal, rédigé en italien et intitulé Della entrata della Compagnia di Gesù e Cristianità nella Cina. Aucun de ses écrits, et ça c'est important, n'a été publié de son vivant. Il faut même attendre le XXe siècle pour trouver une publication de la version originale de son journal, puisque la version publiée quelques années après sa mort par Nicolas Trigault et diffusée en plusieurs langues à travers toute l'Europe a été largement retranchée, modifiée et complétée. Cette version remaniée, dont le titre français est « Histoire de l'expédition chrétienne au royaume de la Chine », elle a toutefois fait de Ricci l'une des références majeures en matière de savoir sur la Chine au XVIIe et XVIIIe siècle.
comme la version originale, cette histoire dont on possède ici la version latine dont je parlerai à la fin de cette présentation, elle est comme le journal, donc comme l'original, constituée de 5 livres. Le premier livre correspond à une longue description de la Chine et de ses habitants, et les 4 livres suivants retracent chronologiquement l'histoire de la première mission jésuite en Chine. Je vais y revenir. Maintenant, si Ricci n'a jamais été publié de son vivant en Europe, il a fait paraître plusieurs livres en chinois, en mandarin plus précisément, dont les plus célèbres, j'ai reporté quelques titres ici, sont le Traité de l'amitié, les 10 paradoxes, ou encore la vraie signification du Seigneur du ciel. Ces textes, qui s'apparentent à des traités de morale, sont tous 3 conçus, d'ailleurs le 4e aussi, les 25 paroles, dans une double optique. Ils visent d'une part à dénoncer la fausseté de ce que Matteo Ricci appelle la secte des idoles, c'est-à-dire le bouddhisme, et à révéler la conformité de la sagesse chrétienne avec les enseignements de Confucius. Ces traités ont connu un certain succès. Ils ont largement contribué à l'intégration des missionnaires jésuites dans les hautes sphères de la société chinoise et à faire la gloire de Ricci parmi l'élite lettrée. Et parmi ses écrits en mandarin, on peut également citer sa traduction des éléments d'Euclide qui va lui permettre d'intégrer le cercle très fermé des mathématiciens de l'empereur. Mais la publication qui a sans doute le plus forgé la réputation de Matteo Ricci, c'est sans doute sa mappemonde chinoise. On ne connaît pas le nombre exact d'exemplaires parus, mais on sait qu'elle a connu 5 éditions successives du vivant de Ricci, qu'elle a été diffusée dans les villes principales de Chine et que l'empereur Wanli l'empereur Ming Wanli, qui régnait à l'époque de Ricci, on a commandé un exemplaire géant qu'il a fait installer dans la cité impériale. Elle connaît également un grand succès dans les années qui suivent la mort de Ricci en Corée et au Japon et va avoir une influence importante sur la cartographie en Extrême-Orient. Alors, comme les traités de morale que je viens d'évoquer, cette carte procède d'un geste d'accommodation, en ce sens qu'elle concilie les savoirs de l'Europe chrétienne et ceux de la Chine confucéenne. Concrètement, Ricci a utilisé la carte d'Ortelius, traduit les toponymes en mandarin, ajouté des données issues du savoir cartographique chinois sur l'Asie et surtout déplacer les longitudes de manière à faire figurer la Chine au centre de la carte. Elle a été réalisée en collaboration avec le savant Li Jizhao, un géographe mathématicien chinois, et elle procède donc d'une hybridation des savoirs cartographiques chinois et européens. Pour la cartographie chinoise, c'est une révolution, puisque sur les cartes de l'époque, en Chine, la Terre est carrée, le ciel est rond et la Chine occupe les 3/4 de l'espace. Ces apports sont donc multiples. Elles témoignent de la rotondité de la Terre, de l'existence de l'Amérique. Elle introduit les lignes équatoriales et tropicales, les méridiens, la partition en 5 continents, en comptant les terres australes, la Magellanique, et donne des noms aux mers et aux océans. Et certains toponymes choisis par Ricci sont d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui. Elle enrichit aussi considérablement le savoir géographique européen sur l'Extrême-Orient. Toutefois, comme cette carte est destinée à un lectorat chinois, ce savoir reste inaccessible aux Européens jusqu'à ce que des successeurs de Ricci, comme Ferdinand Verbier ou Martino Martini, ne le diffusent en Europe. Dans son Novus Atlas Sinensis, par exemple, publié en 1654, Martini reprend et enrichit les données de la carte de Ricci et propose, en latin, la première représentation occidentale détaillée de la Chine et de ses provinces. Maintenant, si les travaux géographiques et cartographiques occupent une telle place dans l'aventure missionnaire de Ricci, ce n'est pas seulement pour se faire une place au sein de l'élite lettrée, pour séduire l'élite confucéenne,
C'est aussi pour faire le jour sur la grande question du Kataï et de sa localisation, qui continue d'intriguer les Européens et notamment les Jésuites. Ricci semble d'ailleurs en avoir fait une priorité, et c'est précisément dans le cadre de ses recherches géographiques qu'il s'est intéressé à Marco Polo et qu'il le cite dans ses écrits, comme en témoigne l'ouverture de son journal, que je cite. « Ce royaume le plus reculé d'Orient est venu à notre connaissance sous divers noms. Le plus ancien, du temps de Ptolémée, fut Sina. Puis au temps de Tamerlan, comme on le verra plus clairement par la suite, il nous a été donné à connaître par Marco Polo sous le nom de Kataï. Mais le plus célèbre de nos jours est celui de China, répandu par les Portugais, qui y sont arrivés au terme de longs et dangereux voyages par mer et qui ont fait commerce dans sa partie la plus méridionale, dans la province de Canton. Alors je vais revenir plus tard sur la confusion entre Tamerlan et Kubilai Khan, mais on peut déjà noter ici que Ricci ouvre son journal par des considérations toponymiques qui visent à identifier la Chine et notamment à établir son identité avec le Kataï de Marco Polo. Ces lignes, elles ont été rédigées en 1608, alors que Ricci est installé à Pékin depuis 7 ans, qu'il a déjà passé 25 ans dans le pays et qu'il fréquente l'élite lettrée depuis des années. Elles ouvrent une longue description détaillée de la Chine et de ses habitants, mais cette description, ces lignes, cette description, donc ce premier livre du journal de Ricci, représente le dernier état d'un texte dont les premières ébauches remontent aux années 1580. C'est en quelque sorte l'aboutissement d'une vaste enquête géo-ethnographique que Ricci n'a jamais cessé d'enrichir depuis son arrivée à Macao. On peut toutefois distinguer 2 étapes majeures dans cette enquête. Il s'agissait dans un premier temps, alors là je vais un peu vite, mais il s'agissait dans un premier temps au début de la mission de réunir des informations pour élaborer une stratégie d'évangélisation adaptée à la Chine. Et puis dans les dernières années de sa vie, Ricci s'est employé à concevoir une description destinée à justifier la méthode d'évangélisation finalement adoptée, en insistant notamment sur la conformité entre sagesse chrétienne et sagesse confucéenne. En ce qui concerne la première phase, c'est-à-dire les premiers écrits de Ricci, les premiers écrits descriptifs de la Chine, dont on trouve des ébauches dans ses lettres, Ricci ne se réfère jamais à Marco Polo. On décèle par contre des données véhiculées dans d'autres sources européennes, dont certaines devaient être disponibles à Macao, et plus tard dans la bibliothèque du Peitang à la résidence de Pékin. Alors parmi ces textes, c'est les principaux témoignages oculaires des voyageurs de la Renaissance sur les côtes chinoises. Certains de ces voyageurs sont entrés clandestinement en Chine. La toute première source, ce sont des lettres de 2 captifs portugais qui avaient participé à la première ambassade portugaise en Chine dans les années 1517, je crois, ou 19. Cristóvão Vieira et Vasco Calvo. Ces lettres n'ont pas été publiées, mais elles ont été reprises par des historiens espagnols comme Barros ou Castañeda. On trouve aussi des informations fournies dans les lettres de Saint François Xavier. Il y a également une longue description de la Chine de Melchior Núñez Barreto, qui est le premier jésuite à pénétrer en Chine dans les années 1555 dans la province de Canton. Il y a également un rapport d'un marchand portugais du nom de Galeote Pereira qui a été copié par les jésuites de Goa et puis ensuite publié dans les avis particuliers des jésuites à Venise en 1565. On peut également citer le traité de Gaspar da Cruz, qui est la première description substantielle de la Chine, le premier ouvrage exclusivement consacré à la Chine publié en Europe, à Évora, au Portugal, en 1569. Et puis, je terminerai avec le discours de la navigation de Bernardino de Escalante, qui est une longue description de la Chine, assez peu connue, qui a été engloutie par la suite par l'Historia de las Cosas de China de l'historien espagnol Juan González de Mendoza. Donc Ricci a utilisé une partie de ces sources pour composer ses premières descriptions.
du moment qu'il s'agissait d'élaborer une stratégie missionnaire adaptée à la Chine des Ming, il n'est pas surprenant que Ricci se soit tourné vers des sources plus contemporaines et que la Chine mongole de Marco Polo ait été laissée de côté. La première mention de Marco Polo sous la plume de Matteo Ricci, elle se trouve dans une lettre adressée au général de la Compagnie de Jésus, Claudio Acquaviva, le 13 octobre 1596, alors que le missionnaire vient de franchir une étape décisive dans son cheminement vers Pékin. Je lis l'extrait de cette lettre où figure le nom de Marco Polo. Enfin, j'aimerais faire part à votre paternité et aux autres d'une curiosité que je pense il se réjouira d'entendre. C'est une conjecture que j'ai faite au sujet de la ville de Nankin, métropole et ancienne cour royale de la Chine, où je suis allé l'année passée, et qui me semble correspondre, d'après plusieurs indices, au Kataï de Marco Polo. D'abord, parce que je n'ai pu obtenir aucune nouvelle d'une ville aussi grande dans un autre royaume voisin. Ensuite, parce que de nombreux ponts se trouvent dans cette ville. Bien que je n'ai pas dénombré autant de milliers de ponts que n'en compte Marco Polo, je ne contredirai pas celui qui prétendrait qu'il y en a ici quelques milliers. Alors il faut savoir que dès leur arrivée dans la province de Canton, donc au sud de la Chine, les jésuites avaient pour objectif d'atteindre Pékin, le lieu du pouvoir, et que les 20 premières années de la mission s'apparentent à une longue, lente progression verticale du sud au nord, donc en direction de Pékin. Et c'est donc en octobre 1596, après 13 ans de mission, alors qu'il vient de fonder une résidence dans la ville de Nanchang, un lieu clé, puisqu'il compte une importante concentration de lettrés confucéens dont Ricci avait fait ses principaux interlocuteurs, que Ricci annonce à son supérieur qu'il a découvert la ville de Nankin, ancienne capitale de la Chine. Et cette ville, écrit-il, pourrait correspondre au Kataï de Marco Polo pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de ville aussi grande dans un autre royaume voisin, ensuite parce qu'elle compte un grand nombre de ponts. Et Ricci précise qu'ils sont moins nombreux que chez Marco Polo, mais qu'il y en a tout de même des milliers. Alors la référence ici, elle est non seulement approximative, elle est également erronée, puisque, on l'a déjà vu, c'est dans la description de la ville de Kinsei, ou Kinsai, aujourd'hui Hangzhou, que Marco Polo dénombre 12 000 ponts, ou apparemment parfois 7 000 ou 10 000, ça peut changer. Malgré cela, Ricci émet pour la première fois l'hypothèse que le Kataï ne doit pas être considéré comme distinct de la Chine. Cette question semble avoir chez lui tourné à l'obsession. Dans une lettre envoyée 12 ans plus tard au même général Acquaviva, depuis Pékin cette fois, Ricci revient sur ses considérations toponymiques. Je cite un extrait de cette lettre. « Il y a 12 ans qu'ayant quitté la province de Canton, je suis allé à la ville et à l'ancienne capitale de ce royaume qui s'appelle Nankin. Et en ces contrées plus septentrionales de la Chine, essayant d'obtenir quelques nouvelles du Grand Kataï et de la cour du Grand Khan, que nos cosmographes plaçaient dans ces contrées, j'en vins à avoir la grande présomption que la Chine n'était pas un autre royaume que le Kataï, grâce aux indices que Marco Polo en donnait. Et il me parut que la ville de Nankin était khanbalique en raison des nombreux ponts qui se trouvaient dans cette ville. Mais, 4 années plus tard, la première fois que je vins dans cette cour de Pékin, je réalisais, grâce aux informations des Maures qui ont des relations dans cette cour de Pékin, avec les Chinois, qu'il n'y avait pas d'autre Kataï que la Chine, car les Persans ne donnent pas d'autre nom à la Chine que Kataï et ne nomment pas autrement Pékin que Khanbaliq. C'est pourquoi, en confrontant tous les indices en ma possession, et voyant qu'aucun doute n'était plus possible ni sur le nom, ni sur le nombre de ces villes, ni sur les coutumes, ni sur le reste, j'écrivis à votre paternité et à tous les nôtres que nous nous trouvions au Kataï. » Alors, allons croire, à bien lire ces lignes, Ricci soupçonnait encore, en 1596, l'existence d'un grand Kataï distinct de la Chine. On peut également constater que les informations données par Marco Polo sont implicitement présentées comme incontestables. Jamais Ricci ne remet en cause l'existence du Kataï, ni celle d'une ville qui compterait des milliers de ponts. Pour Ricci, il ne fait aucun doute que le Kataï existe et que la description fournie par Marco Polo est fiable. Mais cet extrait démontre aussi que les indices fournis
par la lecture de Marco Polo ne peuvent en aucun cas être considérés comme déterminants, puisque Ricci reproduit la même erreur que dans la lettre précédente en confondant Kinsay cette fois avec Kanbalik. À ma connaissance, jamais Marco Polo ne dénombre le pont de Kanbalik. En d'autres termes, ce n'est pas la lecture du devisement du monde qui permet l'identification de la Chine avec le Kataï. D'ailleurs, à part cette référence erronée au nombre de ponts, le jésuite ne mentionne jamais de recoupement entre ses propres observations et celles du Vénitien. Ce n'est en soi pas surprenant, tant la Chine a changé en 3 siècles, en particulier Pékin, où les Ming, après en avoir fait leur capitale au début du XVe siècle, ont reconstruit la ville et la cité interdite. Ainsi, le palais décrit par Marco Polo dans le devisement du monde n'est pas le même palais que la cité interdite construite par les Ming au début du XIVe siècle et que décrit Ricci. Comme il l'affirme dans cette lettre, ce sont des informateurs musulmans qui lui ont permis de lever le voile sur cette question de la Chine et du Kataï. Il précise en effet que c'est grâce aux informations des morts qu'il peut enfin affirmer qu'il n'y a pas d'autre Kataï que la Chine. Dans son journal, donc rédigé à la fin de sa vie, où il fait le bilan de ses recherches, Ricci évoque le moment clé de cette identification. Il a lieu en 1601. Ricci est alors enfermé dans ce qu'il appelle la citadelle des ambassadeurs de la cité interdite, du palais impérial, avec des musulmans qui attendent avec lui d'être reçus en audience par l'empereur Wanli. Et cette rencontre lui apporte la confirmation ultime. Je cite, et ce sera mon dernier extrait. « Ces Sarrasins déclarèrent encore plus clairement que le Kataï était la Chine, cette ville de Pékin Kanbalik, et qu'il n'y avait aucun autre Kataï dans le monde que celui-ci. Les pères avisèrent donc les nôtres, en Inde et en Europe, qu'ils pouvaient bien corriger toutes les maps mondes qui faisaient du Kataï un royaume distinct de la Chine, le plaçant à l'extérieur des murailles septentrionales, très loin de son juste lieu. Et bien que la ville de Pékin, qui était encore la capitale du descendant tartare de Tamerlan, appelée alors Kanbalik, soit toute changée et peut-être plus petite, et que pour cette raison il n'y avait plus le million de ponts évoqué par Marco Polo, il en reste tant à présent qu'il semble y en avoir plus de 10 000, dont certains sont très beaux et très grands au-dessus des rivières, des canaux et des égouts qui passent par les rues découvertes. Dans cet extrait, il apparaît clairement que Marco Polo ne fonctionne pas vraiment, et c'est pour ça que j'ai ajouté un point d'interrogation au titre de ma conférence, comme source de savoir sur la Chine et qu'il ne joue sans doute pas un rôle décisif dans l'enquête de Ricci. Si Marco Polo est mobilisé, c'est d'abord, me semble-t-il, à l'attention du destinataire du journal, c'est-à-dire du lectorat européen, pour qui, c'est implicite dans cet extrait, Marco Polo représente une autorité. La référence vise à anticiper la critique, à justifier les différences entre la représentation de Pékin sous sa plume et celle que propose Marco Polo de Kanbalik. Ricci propose ici une explication historique. Il y a moins de ponts parce que la ville est devenue plus petite, mais il commet des erreurs qui trahissent une lecture plus que superficielle du devisement du monde. Comme à l'ouverture de son journal, il évoque Tamerlan, que Marco Polo n'a évidemment pas connu, et il reproduit la confusion au sujet des villes. Mais cet extrait révèle aussi les ambitions de Matteo Ricci en matière de cartographie. Ce n'est pas seulement un moyen pour lui de se faire une place au sein de l'élite lettrée, il veut aussi informer les savants européens qu'ils doivent corriger leurs cartes et il entend manifestement contribuer à la construction du savoir géographique sur l'Asie. Toutefois, malgré sa réputation, son statut de supérieur de la mission de Chine, et l'extraordinaire circulation de l'information au sein de la Compagnie de Jésus, sa découverte a tardé à s'imposer. Comme en témoigne cet extrait, Ricci s'est empressé d'informer ses confrères en Inde, à Goa et à Agra, que la recherche du Kataï était désormais vaine, mais il n'a manifestement pas été entendu. En effet, quelques mois après réception de la lettre de Ricci,
le missionnaire jésuite Bento de Gois est chargé par ses supérieurs d'une sorte de contre-expertise. Il est en effet envoyé sur les traces de Marco Polo, déguisé en marchand musulman à la recherche du Kataï et du Grand Khan. Bento de Gois quitte donc Agra en 1602 sous la protection de Takbar, avec une lettre du roi du Portugal également. Il traverse le versant nord de l'Hindu Kush pour rejoindre le Xinjiang par la route de la soie et il atteint la ville de Suzhou en 1605 sans avoir trouvé aucune trace du Kataï. Il écrit alors à Matteo Ricci qui trouve ainsi une confirmation supplémentaire à sa thèse et qui consigne cette preuve ultime dans son journal. Il aura donc fallu reparcourir l'itinéraire de Marco Polo pour que les jésuites soient enfin convaincus qu'il n'existe pas d'autre Kataï que la Chine. Merci. Merci pour cette conclusion. Donc on est passé du clandestin au quand même garant, n'est-ce pas, que l'on va aller vérifier